Alors, il y a un enjeu qui est de prendre le leadership dans le monde digital, et de créer un écosystème en fait, digital et de prendre le leadership dans cet écosystème digital. Plusieurs éléments peut-être de contexte et de conviction pour démarrer. On est aujourd'hui dans une dynamique d'émergence de ce qu'on appelait nœuds de trafic au niveau mondial, mais au niveau national bien évidemment, qui sont très structurants et qui créent des barrières d'accès, à la fois dans le monde digital bien évidemment, mais dans le monde physique aussi. Pourquoi ça? Parce que on commence à avoir des sites, qui soient marchands ou pas, qui concentrent 20-30% du trafic, alors soit mondial, soit national, au niveau national, et qui deviennent donc des points de passage incontournables pour les consommateurs, soit pour acheter, soit pour se renseigner, etc. Ces seuils de trafic et de crédibilité en fait constituent des barrières d'accès assez fortes. Et comme 80% des achats qui sont réalisés dans le monde traditionnel et physique sont au préalable préparés online, on comprend bien l'importance que ces nœuds de trafic ont pour le digital bien évidemment, mais pour le commerce traditionnel. Alors on avait, enfin je ne vais pas le redétailler, mais on avait fait une petite matrice là, où on avait pris un certain nombre de sites qu'on avait classés selon leur trafic mensuel en nombre de visiteurs uniques, et puis la fréquence de ce trafic, c'est-à-dire la part quotidienne en fait, de ce trafic. Voilà, pour montrer qu'il y a des sites qui sont incontournables aujourd'hui, et que probablement par secteur, il y a des seuils de crédibilité qui sont différents. Donc le premier sujet, c'est face à ces nouveaux nœuds de trafic et points de passage incontournables pour les consommateurs, quelle stratégie de partenariat mettre en place pour minimiser notamment les coûts d'acquisition dont Frédéric parlait tout à l'heure et qui ont plutôt tendance à augmenter. Deuxième point, la stratégie partenariale est un actif immatériel majeur pour la pérennité des entreprises. Cette stratégie partenariale, elle peut se faire probablement sur deux aspects. Premier aspect, c'est les nœuds de trafic qu'on évoquait là. Et deuxième aspect, c'est avec des concurrents. Donc se grouper avec des concurrents, et on en reparlera un peu plus en détail avec l'exemple du PMU tout à l'heure, et construire une plateforme Internet qui permette de mutualiser des coûts de trafic, de construire des seuils de trafic et de visite qui deviennent crédibles, qui permettent des rentabilités derrière qui soient plus robustes probablement. Les choix influent largement sur le modèle économique futur de l'entreprise. C'était donc le troisième point. On le comprend par rapport au coût de la création de trafic, hein, qui souvent est entre 10 et 20% du chiffre d'affaires quand on est sur des activités Internet. Donc ça permet de les minimiser. Et deuxième raison pour lesquelles c'est important par rapport au modèle économique futur, c'est que ces nouveaux écosystèmes commerciaux redistribuent la valeur sur la chaîne, et donc on comprend bien l'importance que ça a à la fois d'y réfléchir et de prendre des positions fortes sur ce thème-là. Donc premier sujet, c'est construire cet écosystème commercial par rapport à notre trafic et par rapport aux concurrents. Le deuxième sujet, très rapidement derrière, se pose la question de la stratégie de plateforme, c'est-à-dire, c'est le petit schéma que vous avez là, outil à utiliser. La stratégie de plateforme, c'est finalement quel choix je fais par rapport aux différents modèles qui existent, de marketplace généraliste, et donc l'exemple type de la marketplace généraliste, c'est Amazon, de plateformes propriétaires, donc à l'enseigne ou à la marque. Donc là, c'est le schéma qui est le plus répandu, notamment pour les marques et pour les enseignes, mais qui est sous contrainte forte de rentabilité. Donc on avait repris l'exemple de Decathlon ici, qui est plutôt successful et dont on ne parle pas forcément très souvent, qui aujourd'hui fait 50 millions et devient un des 10 premiers sites marchands en France, donc qui a fait voilà, ce choix-là de la plateforme propriétaire, propre. Mais on voit de plus en plus, notamment aux États-Unis, des gens comme Best Buy qui ouvrent des boutiques sur Amazon. Donc en complément de leur site marchand et propriétaire, vont aller profiter de ces nœuds de trafic que sont par exemple Amazon pour aller augmenter
la création de valeur. Et dernier exemple en bas à droite, donc c'est ce qu'on appelait les marketplaces spécialistes ou spécialisés. Donc ils vont donc ne pas être généralistes, être sur un métier, sur un secteur ou sur une activité spécifique, donc type les jeux en ligne, Jean-Pierre va nous en parler dans une minute, mais on le voit aussi se développer sur des produits de bricolage type Mon Échelle, donc c'est le modèle de place de marché, mais focalisé, spécialisé, comme dans le voyage aussi, sur une activité. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre. En effet, le PMU a pris cette option de marketplace spécialisé et d'organiser plutôt une plateforme de jeu en collaboration avec ses concurrents qui donne des résultats aujourd'hui plutôt intéressants. Quand le PMU a voulu se lancer dans le poker en 2010, au moment où le marché en ligne, des jeux en ligne s'est ouvert, il avait le choix entre soit créer sa propre plateforme, soit s'allier à des plateformes existantes. Notre choix a été de s'allier à une plateforme existante pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'avions pas en interne de compétences techniques sur le poker. Une deuxième raison qui était une question de temps. On a, compte tenu des incertitudes sur cette ouverture du marché, la décision d'y aller a été assez tardive. Et si on avait dû créer de nous-mêmes de toutes pièces une plateforme de poker, on n'aurait jamais été dans les temps. Et puis une autre raison, c'est que le fait de s'allier à un partenaire qui avait déjà la technologie et qui avait déjà les connaissances de ce métier nous permettait de mutualiser des coûts et également de créer une plateforme plus importante. Et ce qui était très important pour le poker, puisqu'en fait, le poker, c'est un endroit, enfin, c'est une activité où les marges sont très 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 petites. Donc, il faut beaucoup de volume pour arriver à gagner de l'argent. Et pour qu'il y ait ce volume, il faut ce qu'on appelle une grande liquidité, c'est-à-dire qu'à tout moment du jour et de la nuit, un joueur puisse trouver une table avec une place disponible, qu'il veuille jouer à 10 centimes, 1 euro, 50 euros de mise de base. Et ça, si on le fait tout seul, surtout quand on débute, on a beaucoup de mal à y arriver. Ce qui veut dire qu'on va décevoir les parieurs qui, quand ils vont vouloir, les joueurs, pardon, quand ils vont vouloir jouer, vont pas trouver de place. Et donc, ils vont aller voir d'autres rooms, comme on appelle ça, en poker. Donc nous nous sommes alliés à un partenaire qui faisait ça déjà dans des pays étrangers depuis longtemps, donc avec une compétence technique reconnue. Et donc nous avons ainsi mutualisé les coûts de fonctionnement d'une plateforme poker c'est très coûteux en fait, d'abord à développer puis à faire tourner, puisqu'il y a quand même des surveillances constantes d'entente entre les joueurs, etc. Ça nécessite du temps, enfin de l'énergie et de la compétence, tout en gardant les aspects marketing de l'opération, puisque bien entendu, les joueurs PMU qui vont sur le site PMU ne savent pas forcément qu'ils jouent avec d'autres joueurs que les joueurs PMU, puisqu'en fait le site est à notre image, le site PMU est à notre image, même si autour de la table, il y a d'autres joueurs qui sont sur le site de bwin Party ou d'autres, puisque d'autres concurrents sont venus nous rejoindre sur cette plateforme. Et donc nous avons gardé bien sûr l'aspect marketing, l'aspect animation du site PMU, les points de fidélité, les offres de bienvenue, etc. restent à notre main. Donc grand bien nous a pris de prendre cette option, puisque nous sommes maintenant troisième opérateur de poker en ligne, derrière les deux pure players qui sont Winamax et PokerStar, qui avait déjà commencé à travailler en France dans l'illégalité la plus totale depuis longtemps, et donc qui s'était déjà créé un portefeuille de parieurs, enfin de joueurs français.
Et donc, au bout de 3 ans maintenant, nous sommes premiers généralistes sur cette activité. Et je pense que d'un point de vue financier, c'est un choix qui était particulièrement pertinent parce que pour nous, ce n'était pas notre activité cœur de métier, ce qui nous permettait de ce fait de prendre moins de risques que d'avoir à développer quelque chose par nous-mêmes. Et donc, si jamais ça marchait pas bien, on pouvait arrêter sans continuer à avoir beaucoup de coûts fixes. Bien, ben merci, merci beaucoup. Donc on est... eh bien, une question. Ouais, j'avais une question là-dessus parce que je trouve que la réussite du PMU dans les jeux en ligne est assez exceptionnelle. Est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est pour le poker, mais pour les paris sportifs aussi, vous avez une position dominante. Enfin, en tout cas, une très bonne position. Est-ce que c'est ça qui a fait, c'est ce genre d'opération qui vous a permis d'avoir une aussi bonne position? Et qu'est-ce qui fait à l'inverse que l'acteur traditionnel qui s'appelle la Française des Jeux n'a pas réussi à faire ça? Alors oui, sur les paris sportifs, on a également eu recours à un partenaire, puisqu'en fait, la grosse différence entre les paris hippiques, en France en tout cas, et les paris sportifs, c'est que les paris hippiques sont des paris mutuels. Donc nous sommes des spécialistes de paris mutuels, c'est ça, ça fait partie de nos gènes. Par contre, on ne savait pas faire de code fixe, et qui sont donc la manière de proposer des paris sur le sportif. Et en plus de ça, on n'avait pas de connaissance non plus de côté des matchs de foot ou des matchs de tennis. Donc nous nous sommes rapprochés d'un bookmaker irlandais qui donc fait pour nous toute la partie cotation, suivi du risque. Et de la même manière, nous concentrons sur la partie marketing, acquisition des joueurs. Et c'est effectivement, je pense, une des raisons de notre réussite également sur le sportif, puisque maintenant nous sommes numéro 2 sur le sportif, derrière BetClick, qui lui aussi avait commencé bien avant l'ouverture du marché, dans la plus pure illégalité également, et s'était créé une belle base client. Pourquoi la Française des Jeux n'a pas réussi comme ça? Elle a choisi l'autre solution, qui est de faire tout elle-même. Elle a embauché des codeurs, elle a créé son site, elle a tout fait par elle-même. Et il se trouve qu'elle a moins bien réussi que nous. Une autre raison, c'est que elle a sans doute un peu soit voulu être trop bon élève, soit voulu, je ne sais pas, se distinguer en créant une deuxième marque qui s'appelle maintenant Parion Web. Et donc il y a eu certainement aussi un flottement au niveau de la connaissance des joueurs qui n'associaient pas forcément au Parion Web à la Française des Jeux. Merci Jean-Pierre. Donc on voit bien que effectivement dans ce monde digital, on doit reposer sur des actifs immatériels classiques, la marque, le savoir-faire, et puis savoir qu'est-ce qu'on doit faire en termes de partenariat. Qu'est-ce que je vais construire en termes d'actifs immatériels? Entre ce que je dois faire, finalement le make or buy classique, on doit le retransposer absolument dans cet univers-là.